Il est 20 h à Douala au Cameroun, c'est la même heure au Gabon, à Libreville. Les titres de votre journal. Des attestations de recrutement pour les agents de l'éducation nationale, de la santé et de l'enseignement supérieur. La cérémonie de remise des sésames, présidée par le secrétaire général du ministère de la fonction publique, vient s'arrimer aux objectifs fixés par le gouvernement dans la régularisation des situations des agents de l'État. Acte d'incivisme au quartier Fromager dans le 6e arrondissement de Libreville. Le dépôt d'ordures ménagères de tout genre a fini par boucher les caniveaux causant par endroits des inondations. Le constat dans ce journal. Enfin, gros plan sur les vertus de la farine, plus connue pour son utilisation dans la fabrication du pain et ses dérivés. Beaucoup parmi nous ne connaissent pas les différentes utilisations de ce produit alimentaire pour d'autres résultats. Dans votre journal, des précisions avec, bien sûr, nos reporters. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles au programme de Gabon Première. Bienvenue dans votre 20 h. En ouverture de votre journal, l'audience ce matin à l'Assemblée nationale où le président de l'institution Faustin Boukoubi a reçu l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Liban au Gabon, Aline Younes. L'entretien entre les deux personnalités a porté sur la création, dans les meilleurs délais, il faut le dire aussi, d'un groupe d'amitié libano-gabonais. Jules Daflor-Odembe. Au cabinet du président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi, Aline Younes, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Liban au Gabon. Au cours de ce tête-à-tête, le diplomate libanais, qui était porteur d'un message du président de l'Assemblée nationale du Liban, a transmis une invitation officielle au patron de la représentation nationale pour effectuer une visite au Liban afin d'approfondir les relations dans le cadre de la diplomatie parlementaire. De notre part, au Liban, on est en train et ça sera bien sûr mis en place pour l'arrivée, pour la visite de Monsieur le Président, et c'est le groupe parlementaire d'amitié libano-gabonais. Et ici aussi, je crois que l'Assemblée nationale du Gabon aussi est en train de mettre en place un groupe d'amitié parlementaire. Alors bien sûr, ça sera sur le plan du renforcement de nos relations. L'axe Libreville-Beyrouth se porte bien. Le président Boukoubi, dans sa nouvelle vision, accorde une importance capitale à la naissance du groupe d'amitié Libano-Gabon. Cette structure parlementaire va permettre aux députés des deux États de se connaître, mieux partager leurs expériences. Activité au Conseil économique, social et environnemental où le président de l'institution René Desmaisons-Obiang s'est entretenu aujourd'hui même avec le représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Le conflit homme-faune était au centre des échanges entre les deux personnalités. Lardi Ngemamba et Marlise Mungue. Représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, l'agriculture au Gabon, au cabinet du président du Conseil économique, social et environnemental. À l'ordre du jour entre les deux personnalités, la question homme-faune qui constitue l'épicentre des débats de la deuxième session ordinaire du CS. Finalement, on s'est concentré sur la situation du conflit homme-faune, que c'est un sujet important pour accompagner les pays, parce que le problème du conflit homme-faune se présente non seulement au Gabon, mais se présente aussi dans plusieurs pays, en Afrique, en Asie et en Amérique latine. La boîte à outils, les FAO, est disponible pour accompagner le Gabon dans la résolution de ces problèmes. La FAO, qui lutte contre la faim à travers le monde, plaide pour une diversification de l'économie gabonaise. Et l'agriculture se présente comme un secteur idoine. Avec la chute du prix du pétrole, et se pose le défi de diversifier l'économie. Et l'agriculture, c'est le secteur où c'est possible de vraiment diversifier l'économie. La terre est disponible ici au Gabon, et l'eau aussi est disponible. Je pense que le Gabon peut vraiment se placer non seulement dans la sous-région, mais en Afrique. La préservation de la nature et de l'écosystème, un défi majeur pour les autorités gabonaises. Le Gabon, pays d'Afrique centrale, avec une superficie estimée à 667 km², est couvert à près de 80% de forêt.
Un conseil interministériel s'est tenu ce matin à Libreville. Les travaux étaient dirigés par le Premier ministre, chef du gouvernement Julien Kogobekale. Dans l'élément qui va suivre, nous vous proposons un extrait des principales délibérations ayant marqué cet important tour de table. Il est lu ici par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Rigobert Ikamboya-Ndeka. Nous l'écoutons. Le conseil interministériel de ce matin a examiné un projet de loi qui va placer notre pays dans ce que le monde entier appelle aujourd'hui l'économie numérique. Il s'agit de doter chaque citoyen d'un numéro d'identification personnelle. C'est une révolution dans l'administration, dans la pratique administrative du Gabon. En ce sens qu'avec ces numéros d'identification personnelle, nous allons révolutionner la gestion de nos grands registres d'État. Nous pouvons également noter le projet de décret portant transfert des actifs de l'ancien fonds d'entretien routier de deuxième génération qui était déjà transféré à l'Agence nationale des grands travaux, mais qui va être, les actifs vont être transférés au ministère en charge des travaux publics. Ce transfert s'effectue dans le cadre de la réhabilitation de nos subdivisions de TP et ce sont ces moyens qui vont permettre d'avoir une efficacité dans l'entretien routier, notamment avec les subdivisions de TP qui vont travailler en régie. Retenez que dans le cadre de nos programmes de la soirée, vous suivrez l'intégralité des délibérations ici donc des travaux du Conseil interministériel de ce jour. Des attestations de recrutement aux agents de l'éducation nationale, de la santé et de l'enseignement supérieur, c'est le ministère de la fonction publique qui a servi de cadre à la cérémonie officielle de remise qui a été présidée par le secrétaire général de ce département ministériel. Le reportage de Magali Manima et Michel John Boudéa. Plus de 1000 agents en pré-salaire viennent de voir leur situation administrative être régularisée. Ce sont les agents de la santé, de l'éducation et de l'enseignement supérieur qui ont reçu leur attestation pour cette première vague. Lorsque l'on recrute un agent au niveau de la fonction publique, c'est-à-dire que lorsqu'on lui attribue un matricule et qu'on lui remet son attestation de recrutement, en même temps que nous éditons l'attestation de recrutement, nous prenons aussi le projet d'arrêté portant intégration. Donc ce sont des actions qui se font de façon simultanée. Pour les 1013 dossiers qui viennent d'être remis à ces différents secteurs, nous avons aussi 1013 projets d'arrêté portant intégration qui vont commencer le circuit. Toutefois, ces classements se font selon les catégories bien déterminées. Et que nous allons procéder à une opération de régularisation des situations administratives des agents en pré-salaire et dans les corps spécifiques des métiers tant de l'enseignement supérieur, de la santé et de l'éducation nationale. Donc, les critères qui ont prévalu pour cette phase de régularisation des situations administratives, c'est les critères de pré-salaire et de corps de métier spécifiques. Corps de métier, entendu que quand on est au niveau de l'éducation nationale, il faut être enseignant, donc de façon simple, celui qui tient la craie. L'enseignement supérieur, il faut être dans le corps de métier de l'enseignement supérieur en qualité de chercheur, technicien de recherche, ainsi qu'il suit. Et dans la santé, il faut être dans le corps de métier de la santé. Il est important de le préciser parce que dans ces différents secteurs prioritaires, nous avons plusieurs agents qui sont en pré-salaire, mais qui ne sont pas forcément dans le corps de métier spécifique à leur secteur d'activité. Une seconde phase est prévue dans les prochains jours qui reste à déterminer par les responsables. Au titre des célébrations, la communauté internationale a commémoré aujourd'hui la journée mondiale des programmeurs développeurs. En l'absence de manifestations officielles dans notre pays, le Gabon, la rédaction de Gabon Première a rencontré une développeuse en activité qui nous présente les différentes facettes de ce métier dit d'avenir. Belin Bekita et Alexandre Kogué pour les explications. La journée internationale des programmeurs et développeurs a été lancée en 2007 pour rendre hommage à ces professionnels du domaine informatique afin de célébrer les changements positifs apportés par ces agents
pour améliorer notre quotidien. Aujourd'hui, tout le monde utilise l'outil informatique, c'est-à-dire des ordinateurs, des téléphones portables, des objets connectés. Et donc, ils ont besoin d'effectuer certaines tâches sur ces ordinateurs-là. Alors moi, je vais essayer de comprendre ce qu'ils souhaitent faire sur l'ordinateur et à l'aide des outils informatiques, des langages de programmation, je vais réaliser des solutions pour leur permettre de pouvoir effectuer les différentes tâches qu'ils ont besoin d'effectuer sur ces ordinateurs. Voilà, plus ou moins ça. Améliorer notre quotidien, comment cela peut-il se traduire concrètement dans le secteur de la communication audiovisuelle? Vous êtes en train de me filmer et vous souhaitez qu'un bon nombre de personnes puissent regarder cette émission. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Eh bien, je peux mettre en place une solution numérique qui va être proposée sur le web afin que un plus grand nombre de personnes puissent regarder. La commerçante de tomates peut-elle trouver son compte? C'est un peu simple. Eh bien, je vais lui proposer, on va dire, une solution de e-commerce, comme ça s'appelle, où elle va pouvoir exposer les produits qu'elle vend, les prix, au lieu d'aller directement au marché. Eh bien, je viens sur le site e-commerce de Madame Marianne et je viens commander de la tomate. Un métier d'avenir à vocation scientifique qui pourrait inspirer de nombreux jeunes dans le choix de leur filière de formation. C'est bien noté, M. Belin Bekita. En marge du périple sur le circuit ferroviaire, le secrétaire exécutif de l'ARTEF et ses collaborateurs ont fait une excursion dans les installations de la compagnie minière de Logoué, Comilog. Occasion pour Karine Cecilia Arissani de s'imprégner du fonctionnement du site de maintenance et d'évacuation du minerai de manganèse sur justement le chemin de fer. Sur place, à Mwanda, Enrique Bokoko et Victor Mundunga. Deuxième producteur mondial de manganèse à haute teneur avec 15% du marché international, Comilog reste un opérateur de taille pour la RTF. D'où cette réunion de prise de contact aux allures de séances de travail. Comilog, l'État ont plutôt le choix de monter un projet à opérer 5400 trains. Nous occupons 50%. Quand un train circule sur la voie, un train sur deux est un train de Comilog. Moment fatidique, la visite sur le site où s'opère le chargement du minerai dans les wagons. Le processus de maintenance et d'évacuation du manganèse obéit à un schéma tout tracé. On a juste à côté ce qu'on appelle la salle de contrôle du chargement et ici la tour de chargement avec des casques en dessous qui vont nous permettre de charger les wagons en fonction du type de minerai qu'on va passer, des minéraux fins qu'on appelle du F2 ou du minerai rocheux, du MMA ou du MMD. Avec les explications qu'on a eues de l'administrateur directeur général et la visite de terrain, nous avons bien compris que comme partout, il peut y avoir un dépassement, un léger dépassement. Mais ça ne veut pas dire que Comilog éventuellement surcharge les trains. C'est à partir de cette tour que s'effectue le chargement de minerais avec un rythme effréné, soit en moyenne 20 wagons par heure. Ici, au niveau des installations de la Comilog à Mwanda pour Gabon Première, Enrique Bokoko et Victor Mundunga. Surtout, revenez-nous en pleine forme, Enrique Bokoko. On en vient à présent à ce cas d'incivisme enregistré au quartier Fromager au 6e arrondissement de la commune de Libreville, où le dépôt d'ordures ménagères de tout genre a fini par boucher les caniveaux, causant par endroits des inondations. Le constat de Stevie Oyen-Mesui. Voici un exemple patent de l'incivisme des populations. Au quartier Fromager, dans le 6e arrondissement de Libreville, une conduite d'évacuation d'eau usée, complètement bouchée par les ordures ménagères, occasionne des inondations. Quand on jette les saletés, ça fait les microbes, les bouteilles, ça bouche. Parfois, les routes, là, quand il y a les puits, c'est inondé à cause de la saleté, tout ça, les sachets, les bouteilles qui lancent. C'est pas bon pour l'environnement, c'est quand même pas là, c'est pour notre bien, c'est pour tous. En cette période où Dame Pluie impose son dictat, la situation plus que désolante interpelle au regard des maladies très souvent liées à la stagnation des eaux usées. Il y a une poubelle là-bas pour verser les ordures, mais regardez les caniveaux pleins de sachets, la saleté, les microbes, tout ça, c'est pas bon.
Le cas fromager illustre la nécessité de s'approprier le concept journée citoyenne instauré par les pouvoirs publics chaque premier samedi du mois. Là, ce n'est pas les bons choses, là, ce sont les caniveaux. Ils devaient amener à Verda à venir nettoyer ça. Ça, ce n'est pas nous qui devons faire ça. On ne le dira jamais assez, la propreté est la base de toutes les conditions hygiéniques. Vivre dans un environnement sain est essentiel à la réduction de la pauvreté. Concernant toujours l'assainissement des voies et voiries de la capitale, le ministre de l'Équipement, des Infrastructures et des Travaux publics, Arnaud Calix Ngandji Alandji, a procédé au déguerpissement le 7 septembre dernier des transporteurs stationnés sur la voie échangeur Awinje. C'est dans le 4e arrondissement de Libreville. Il l'a donc dit lors de cette opération, préserver le patrimoine de l'État, mais malheureusement, ces derniers sont revenus sur les lieux, comme vous pouvez le constater sur ces images. Plusieurs Gabonais utilisent la farine pour la fabrication du pain et plusieurs produits dérivés, sans pour autant connaître les différents types de farine et leurs utilisations exactes. Pour tenter de répondre à cette préoccupation, la rédaction de Gabon Première a sillonné quelques surfaces pour en savoir un peu plus. Irna Abang et Pierre Claver est là pour la visite guidée. Pour tenter de répondre à cette problématique, nous nous sommes rapprochés de la SMAG, Société meunière et avicole du Gabon, principal fournisseur de ce céréales dans le pays. Il y aurait sur le territoire la farine de blé, de froment, de seigle, d'orgue, de maïs, de fèves. Vendue aux différentes boulangers et pâtissiers, ses usages sont multiples. Il y a le type 55 qui est utilisé par les boulangers, le type 45 qui est plus riche en gluten, qui est conseillé pour la viennoiserie. Et ça devient plus cher. Après, on connaît ces farines par leur nom et pas forcément par les types. Il y a des farines de sang, farine de seigle, farine au tronc, farine complète. Donc il y a plusieurs types de farines. Et dans cette boulangerie, située dans le 6e arrondissement de Libreville, où nous nous sommes rendus, la plus utilisée reste la farine boulangère de type 55, pour un usage particulier. Ici, on utilise le type 55. Oui, le type 55 parce que on est focalisé typiquement sur le pain. Le produit qui est prisé ici, c'est de la banette. C'est un pain qui est façonné à la main. Donc le reste est façonné dans une machine qu'on appelle la façonneuse industrielle. Mais ça, c'est à la main. On prend la pâte, on le façonne à la main. Donc ça me rappelle tout le pain que j'ai aimé quand j'étais au village. Malgré toutes ces variétés de farine, celle dite boulangère reste la plus prisée car nécessaire à la fabrication du pain, un aliment aujourd'hui indispensable à notre alimentation. La page politique de ce 20h, nous l'abordons avec un invité sur le plateau. Il s'appelle Djibril Baba. Bonsoir. Bonsoir, M. Yves Mitumba. J'informe le public que vous êtes le secrétaire général adjoint 2 en charge des élections au CLR, parti de la majorité. Effectivement, M. Yves. Alors, vous êtes là pour nous parler des 25 ans du CLR, anniversaire que vous allez donc fêter en fanfare. Peut-être déjà vous demander en ouverture comment se porte le parti. Le CLR, c'est un parti de la majorité. Et il se porte très bien en ce moment. La preuve, je suis sur ce plateau pour vous parler des 25 ans du parti. D'accord. 25 ans, c'est une année de la maturité. Et dans le cadre de festivités marquant l'anniversaire de 25 ans du CLR, un certain nombre d'activités a été prévu. D'accord. Avant de parler de ces activités, 30 secondes pour nous dire si aujourd'hui le CLR reste toujours un parti national au regard des missions en cascade que le parti a enregistrées ces derniers temps. Vous savez, la politique, c'est comme un train. Lorsqu'on arrive en gare, il y en a qui descendent, il y a d'autres qui montent. Donc, effectivement, on a enregistré ces derniers temps des démissions de certains camarades. Et contrairement à ce que d'aucuns pensent, le CLR se porte très bien. Et demain, vous aurez la surprise en venant assister à ce congrès extraordinaire qui fait partie d'un point essentiel des festivités de notre parti. Alors, ces 25 ans, comment est-ce que vous les avez conçus? On a conçu d'abord
en faisant une refonte en profondeur de notre parti. Parce qu'effectivement, après 25 ans, il faut faire un bilan et puis voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, essayer de réajuster. Et c'est ainsi que le président fondateur, le président Jean-Boniface Asselé, il a proposé au directoire d'effectuer une refonte en profondeur des statuts du parti. D'accord. On a parlé tout à l'heure d'un congrès extraordinaire qui va se tenir demain. Oui. En dehors de ce congrès extraordinaire, quelles sont les innovations, les différents changements qui pourraient s'opérer au sortir justement de ce congrès? Oui, le congrès, c'est l'instance suprême du parti. Donc, durant ce congrès, nous allons proposer aux congressistes, parce que ce sont eux qui vont décider à la fin, une refonte, parce que je peux citer brièvement, si vous voulez, des mutations qui vont s'effectuer. Nous aurons par exemple la fusion du commissariat politique, du collège politique, pour créer un organe qu'on appelle conseil politique. Ensuite, il y aura la création d'un délégué général, un poste de délégué général qui sera chargé de veiller au bon fonctionnement, de gérer au quotidien le parti, et la mutation du secrétariat exécutif, par exemple, en secrétariat général, et l'élévation des mouvements, des organismes spécialisés tels que les mouvements nationaux, le mouvement national des femmes, le mouvement national des jeunes, le mouvement des notables, en secrétaire général adjoint. D'accord. Alors, dites-nous, en termes de programme, les temps forts de ce 25e anniversaire. Le temps fort, ça sera, dans un premier temps, l'adoption du rapport de la commission de révision des statuts, suivi de la présentation du président du conseil politique et l'élection du délégué général, qui est un nouveau poste avec des nouvelles personnalités qui vont faire leur arrivée certainement. On pense peut-être déjà à la succession au CLR? Je ne parlerai pas de la succession. Je ne parlerai pas de la succession. Oui. C'est juste une réforme. D'accord. On vous laisse 30 secondes pour vous adresser à vos militants. Qu'est-ce que retenir justement ce soir pour ce qui va se passer demain? Ce qu'il faut retenir ce soir, c'est que nous sommes à une étape historique de notre parti. Et à ce titre, je convie nos militants et nos sympathisants à faire le déplacement massif du gymnase d'Olumi demain pour vivre en direct cet événement historique. Parce que demain, c'est un nouveau départ pour le CLR et nous serons toujours debout. Et on espère que les 25 prochaines années seront aussi palpitantes que celles qu'on vient de dépasser. Top départ des activités, top début, c'est quelle heure? Le début des activités, c'est 9h. Et nous supposons qu'à la fin, parce qu'on veut le faire en une demi-journée, autour de 13h, 14h, on va tout clôturer. Merci. Et sans oublier que la semaine prochaine, c'est-à-dire le samedi 21, les festivités, l'ambiance, l'utile à l'agréable, ça va se passer également au gymnase d'Olumi avec la présentation des nouveaux membres et même certains camarades qui sont partis, qui vont revenir certainement. Monsieur Djibril Baba, merci. C'est moi qui vous remercie. Gabon Première compte vous accompagner justement dans cette célébration pour la couverture médiatique. Merci beaucoup, monsieur Yves. Nous vous gardons encore quelques instants pour justement parler de la poursuite des installations de préfets et sous-préfets dans la province de Langounié. Le gouverneur Benjamin Banguébé Mayoubi a procédé aux actes officiels de cette activité. Andy Tungi, Tina Mengue pour le reportage. Au nom du président de la République, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous installe dans vos nouvelles fonctions de sous-préfet du district de Nzenzele. Désormais, les Bamba et Fougamou ont de nouveaux préfets. Nzenzele et Ikobe enregistrent également l'arrivée de 2 sous-préfets, tous installés par le gouverneur de la province Langounié, Benjamin Banguébé Mayoubi. Le décret 724 renferme l'ensemble et des missions et des orientations de ce que vous avez à faire chaque jour que Dieu fait. Le département de Tsamba Magoti a un nouvel administrateur. Il s'agit de M. Maurice Oye Essono. Il vient pour travailler, faciliter-lui, donner-lui toutes les orientations nécessaires pour qu'il accomplisse normalement sa mission. Vous devez vous mettre autour de tout le monde pour que vous bénéficiez des sages conseils de l'ensemble des citoyens.
des élus, des cadres, de tous ceux qui sont utiles pour vous donner la moindre information. Ces personnels de commandement installés ont la lourde charge de représenter le pouvoir exécutif, chacun dans sa région ou son département respectif. Même rituel dans la province de l'Anyanga où le gouverneur a procédé à l'installation des auxiliaires de commandement nommés lors du dernier conseil des ministres. Reportage. La question liée à l'exode rural au centre des échanges entre les habitants des villages du département de la Duini et les hauts cadres de cette même localité. Il a donc été question pour les uns et les autres d'opter pour un retour aux sources afin de conserver leurs racines respectives. En dehors de l'exode, c'est nous, les jeunes du village, les gars du village qui ont tué le village et qui sont retraités et qui résident toujours à Moabi. C'est à cause de ça que vous voyez maintenant, en dehors de l'exode. L'exode, c'est après. Mais ceux qui sont retraités, quand ils résident à Moabi, ils ne veulent plus rentrer dans leur village. Vraiment, c'est pourquoi le village est très mort. Il y a des maisons abandonnées qui peuvent être occupées par des gens qui n'ont pas investi. Parce que ceux qui ont construit les maisons là, ils sont déjà morts. Mais il n'y a rien qui reste dans la maison. Quelqu'un d'autre pouvait venir rentrer dans la maison en attendant qu'il doit investir sa maison. Dans certains villages, à l'exemple de Rinanzala, Mokokombaka et bien d'autres, les difficultés sont plusieurs. Absence d'eau potable, des structures sanitaires et j'en passe. Vivement que cette rencontre permettra aux villageois de prendre conscience que l'on n'oublie jamais d'où on vient. Voilà pour ces installations. Nous allons maintenant à l'extérieur du Gabon avec Arnaud Mbabekoum. Bonsoir. Bonsoir Yves. Arnaud, on commence par ces images. Alger, ville sous les eaux. Effectivement, Yves Mitumbar, des pluies torrentielles se sont abattues jeudi soir sur différentes régions de l'Algérie et notamment sur la capitale Alger, paralysant ainsi le trafic et inondant jusqu'aux stations de métro. La prévision météorologique avait pourtant alerté la population du centre à travers un bulletin spécial diffusé dans la matinée que plus que de pluies orageuses allaient s'abattre, accompagnées parfois de grêles. Ces intempéries ont causé, il faut le rappeler, de nombreux accidents de la route. Alors Arnaud, on va tout de suite au Kenya et informer le public que ce pays est le 3e en Afrique à tester le vaccin contre le paludisme. Yves Mitumba, après le Malawi et le Ghana, le Kenya a lancé une campagne de vaccination à grande échelle. Les autorités sanitaires kenyanes ont commencé ce 13 septembre 2019 à administrer les premières doses de ce vaccin expérimental à des enfants dans une zone rurale de la région du lac Victoria, l'une des plus touchées au monde par le paludisme. Près de 120 000 enfants sont concernés cette année par ce test grandeur nature qui implique de faire 4 injections. On parle du test le plus avancé et qui a coûté près d'1 milliard de dollars d'investissement. On termine avec l'Afrique du Sud, Arnaud, et dire que le président sud-africain annule sa participation à l'Assemblée générale des Nations Unies pour combattre la violence dans son pays. Effectivement, Yves Mitumbar, le président sud-africain sera probablement l'un des grands absents africains à la prochaine Assemblée générale de l'ONU qui se tiendra à la fin de ce mois. Cyril Ramaphosa a décidé d'annuler sa participation à la rencontre afin de se concentrer sur les problèmes que rencontre actuellement son pays, aussi pour assister à la mise en œuvre des mesures urgentes du gouvernement sud-africain concernant la violence xénophobe et enfin pour superviser les initiatives visant à relancer l'économie sud-africaine. Merci Arnaud, on vous garde pour la fin de ce journal et terminer avec cette brève en sport pour le premier tour de la Coupe de la Confédération africaine de football. L'AS Pélican reçoit en match aller à Libreville demain samedi 14 septembre 2019 au stade Augustin Monédan de Siban. Le club nigérien donc de Nyoru Rangers International. La formation nogovéenne qui a sorti donc au tour précédent les Congolais de Maniema Union veut donc rééditer l'exploit lors de cette double confrontation contre le club Nyungu. Voilà, raison pour laquelle donc AS Pélican s'est offert 3 nouvelles recrues qui pourraient être alignées demain à
15h30. Nous reviendrons donc sur cette importante actualité sportive au cours de nos prochaines éditions d'information. Voilà qui met également un terme au journal sur Gabon Première. Nous étions très heureux, Arnaud et moi, de vous tenir compagnie pendant toute cette semaine. Arnaud, comment on se sent au sortir de ces brèves? Ça va très bien, Yves. Ça va très bien pour le moment. Bonne expérience. Merci beaucoup. OK. Merci. Prochain rendez-vous sur Gabon Première avec l'actualité, 23h. Cabrel, Guilain les mamies. Quant à nous, on vous dit à très bientôt sur Gabon Première, si Dieu le veut.